Mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'information sur une télévision. Merci donc de prendre le rendez-vous. Les titres. Le gouvernement béninois a décidé de faire du tourisme un secteur stratégique de son programme d'action. Ainsi, différents projets phares ont été lancés, entre autres la relance des activités du parc national de la Pandjari. Et puis, les populations de Hom dans la commune d'Abomey-Calavi sont heureux depuis quelques jours et pour cause l'inauguration du pont de l'Alliance qui facilite l'accès à leur localité. Le constat, c'est à suivre dans ce journal. En dehors du Bénin, les députés sénégalais se sont exprimés après l'adoption ce samedi de la révision de la Constitution devant amener à la suppression du poste du Premier ministre. Le point, c'est dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. Dans le nord du Bénin, les éléphants, lions et antilopes parcourent en toute quiétude la savane du parc national de la Pandjari, le plus grand d'Afrique de l'Ouest. À la frontière du Burkina Faso et du Niger, le parc est devenu le fer de lance de la politique touristique du Bénin et ce, avec la gestion de African Parks. Reportage. 7 heures du matin dans le parc de la Pandjari, la nature s'éveille, le safari peut commencer. Les singes font leur toilette, les éléphants étanchent leur soif et les antilopes se nourrissent. Les animaux sont ici chez eux. Pour les observer, il faut savoir être discret. Quelques hippos là, tous les animaux sont dans leur état naturel. On ne fait rien pour appâter les animaux, on ne fait rien pour, comme dans d'autres parcs où il y a le tourisme de masse. Ici, c'est encore vraiment naturel, c'est encore du sauvage. Niché à l'extrême nord du Bénin, le parc s'étend sur 4700 km². Créé il y a 50 ans, il a longtemps souffert du braconnage et d'une mauvaise gestion. Pour le préserver, la présidence du Bénin s'est associée avec l'ONG African Parks pour restaurer la faune et la flore et former une soixantaine de rangers. L'objectif, faire du parc l'un des fleurons de l'écotourisme au Bénin. Il s'agit de conservation, il s'agit de revitalisation, de reboisement et ensuite, bien sûr, d'aménagement de cet espace pour en faire un outil touristique et un outil touristique à la fois pour l'économie béninoise mais aussi pour l'économie locale. Méconnu par rapport aux grandes réserves d'Afrique de l'Est et du Sud, le parc national de la Pandjari abrite une centaine de lions, mais aussi des léopards et des guépards, des félins pas faciles à voir. C'est impressionnant de voir tous les animaux. Hier, on a vu des lions même le soir, et bien que il faisait presque noir déjà, c'était impressionnant de savoir tout simplement qu'il y a un lion tout près. La nouvelle direction du parc espère passer de 6 000 à 10 000 visiteurs annuels d'ici 5 ans. Pour ravir les amateurs de grands animaux, le rhinocéros pourrait être réintroduit prochainement. Eh bien, c'est dans ce parc national du Bénin que 2 touristes français ont disparu et leur guide. Une information donc confirmée ce dimanche par les gouvernements béninois et français, renforçant ainsi les craintes d'un enlèvement au Bénin jusque-là épargné par l'insécurité en matière de terrorisme. J'arrive dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Des acteurs du secteur touristique réagissent donc à cette disparition. On les écoute. C'est quelque chose d'assez incompréhensible dans la mesure où le parc aujourd'hui maintenant est géré par African Park Network et qui est quand même une société de renommée internationale et qui fait un certain travail qui fait que notre parc renaît de ses cendres. C'est la première fois dans l'histoire d'abord du Bénin, je vais dire, depuis la création du parc en 1961, de pareils accidents ne s'étaient jamais produits. C'est une première fois, c'est pourquoi ça nous fait tous bizarre et c'est très choquant ce qui est arrivé. Ça crée un petit peu d'incertitude parce qu'on sait que quand on est touriste comme ça fait peur quand on voit qu'il y a d'autres personnes qui peuvent se faire kidnapper dans un parc ou autre. Et apparemment c'est la première fois que ça se passe au Bénin et on sent qu'il y a de la tension par rapport à ça parce que les gens sont pas, c'est pas normal et donc ils sont pas habitués à ce que ça se passe. Donc c'est bizarre, c'est étrange.
On parle politique dans cette édition. Les leaders de l'opposition étaient ce vendredi face à la presse au siège national de la résistance à Cotonou. Par la voix de l'honorable Éric Houndété, ils ont dénoncé les incendies, les incidents des 2 et 1er mai dernier ayant conduit au décès de quelques citoyens béninois. Dans leur déclaration, ces leaders de l'opposition exigent également une enquête sur la mort de ses compatriotes. Ils ont par ailleurs réaffirmé leur soutien aux familles éplorées et ont appelé la communauté internationale à pleinement jouer sa partition pour un apaisement véritable de cette tension post-électorale. On va suivre à présent la réaction de quelques citoyens béninois interrogés juste au lendemain de ces émeutes. On les écoute. Chacun de nous doit prôner la paix. Dans notre discours, dans notre langage quotidien, nous devons prôner la paix parce que, vous savez, un seul mot mal placé peut embraser le pays. Et un seul mot bien placé peut ramener la paix. Je souhaite que les mots, tout ce que chacun de nous dit, cet incendie du verbe que nous constatons de part et d'autre, que ce soit des mots bien placés pour que la paix viennent à la maison. La démocratie, c'est la pluralité. Donc, il y a l'opposition, il y a la mouvance. C'est inconcevable du moins, de voir dans une démocratie un seul camp. C'est-à-dire, c'est le camp seulement des mouvanciers. Mais, à l'impossible, il n'est tenu. La situation s'est présentée. On a organisé les élections. Alors, pour moi, c'est vrai, il faut prendre des dispositions pour qu'on n'assiste plus à ce que nous venons d'assister. Mais aller jusqu'à casser les choses, parce que ce que nous cassons, c'est avec notre argent qu'on va reconstruire cela. Et la paix, c'est un comportement. Ce n'est pas un vain mot. Il ne suffit pas seulement de faire des déclarations, de chanter à la télé, de faire des prières sur prières. Ce n'est pas ça, c'est un comportement. Et donc, ce que moi je voudrais demander, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, c'est de ramener la balle à terre. Nous n'avons que le seul pays, le Bénin. Le Bénin appartient à nous tous. Patrice Talon va faire son temps et partira. Donc, ils n'ont qu'à ramener la balle à terre. Avec ce qui se passe actuellement, c'est le peuple qui perd. Ce n'est pas eux, les politiciens, qui perdent. C'est nous qui perdons. Et avec tout ce qu'ils ont brûlé, tout ce qui s'est passé, c'est nous qui perdons. Tous ceux qui sont morts là, ce sont des Béninois. Donc, nous leur disons sincèrement de ramener la balle à terre. Et de l'autre côté aussi, nous disons au gouvernement aussi de ramener la balle à terre. Information en dehors du Bénin à présent, des députés sénégalais s'expriment après l'adoption samedi de la révision de la Constitution devant mener à la suppression du poste du Premier ministre, une initiative du pouvoir dénoncée par l'opposition et la société civile 2 mois après la réélection du président Macky Sall. Suivez. Cette réforme constitutionnelle n'est pas une réforme qui bouleverse l'équilibre entre nos institutions. Cette réforme constitutionnelle ne remet pas en cause cet équilibre, ne renforce pas les prérogatives du président de la République. Rien dans cette réforme ne renforce les attributions constitutionnelles du président de la République. Rien. Et personne ne peut le démontrer. Un recul démocratique. On ne peut pas concentrer tous les pouvoirs sur une seule personne. Aujourd'hui, ce qui intéresse les Sénégalais, c'est que leur niveau de vie puisse changer. Ce qui intéresse les Sénégalais, c'est qu'il y ait beaucoup plus de démocratie. Ce qui intéresse les Sénégalais, c'est qu'il y ait plus de justice dans ce pays. Il sait pertinemment que le Premier ministre peut beaucoup apporter. Mais c'est sa volonté de boulimie du pouvoir. Il veut tout s'accaparer, tout mettre sur lui pour pouvoir diriger ce pays.
En Afrique du Sud, à quelques jours des élections générales, le parti du président Cyril Ramaphosa tient un ultime meeting dans le stade Ellis Park au cœur de Johannesburg. Le chef du principal parti de l'opposition en Afrique du Sud a appelé samedi à donner une chance au changement lors des élections générales de mercredi dans un pays dirigé depuis un quart de siècle par le Congrès national africain. Il faut dire que les différents partis sud-africains entrent donc dans la dernière ligne droite de leur campagne. Près de 27 millions d'électeurs se rendront aux urnes le 8 mai prochain dans le cadre des élections générales qui désireront notamment le prochain président du pays. Reportage. Dernière ligne droite dans la campagne électorale sud-africaine. 2019 marque le 25e anniversaire de la fin de l'apartheid et de l'accession au pouvoir de Nelson Mandela et de son parti, l'ANC. Le Congrès national africain devrait rester à la tête du pays d'après les estimations, mais il s'avance affaibli vers ces élections malgré les efforts du président Cyril Ramaphosa pour faire oublier les nombreux scandales de corruption qui ont touché son parti et mené à la démission de son prédécesseur, Jacob Zuma. Nous ne pouvons pas être une nation libre tant que les fonds destinés aux pauvres sont gaspillés. Quand cet argent est perdu, quand cet argent est volé. Un mea culpa insuffisant pour l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition. Il dit « On vous a volé votre avenir, donnez-nous une chance de vous voler encore plus ». L'autre parti d'opposition, plus petit mais aussi plus vocal, a bâti sa campagne sur les questions de redistribution de la terre, de relations entre les races et de corruption. Un thème que Julius Malema, le leader des combattants pour la liberté économique, exploite à fond. Il y a trop d'argent gaspillé par les politiciens en Afrique du Sud. Faisons des économies. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Je veux le donner aux personnes âgées, aux enfants, cet argent qu'on aura enlevé des poches des politiciens. L'ANC est le parti qui a mis un terme à l'apartheid. Un statut qui lui a permis de ne jamais être réellement inquiété pendant les élections passées. Mais il a rarement été autant controversé que cette année et le taux d'abstention risque d'être élevé. Le scrutin du 8 mai déterminera l'impact réel des scandales de corruption sur le paysage politique de l'Afrique du Sud. En France, et plus précisément dans les Deux-Sèvres, le département le plus touché par la réforme de la carte des zones agricoles défavorisées, remodelée Bruxelles sur les près de 200 communes qui bénéficient de ce classement. Seules 16 le conservent. Pour les exploitants, principalement éleveurs, c'est le coût de massue. En moyenne, ils vont perdre 8 000 € d'aide annuelle par exploitant. Reportage. Jean-Luc et Alban sont éleveurs de charolaises dans les Deux-Sèvres. 330 têtes à leur actif pour cette famille d'éleveurs de père en fils. Ici, impossible de faire autre chose que de l'élevage. C'est typiquement là les sols qui ne sont pas cultivables. Hein. Il y a très peu de terre, il y a 10 cm de terre. Puis on voit les rochers à fleur de terre. Hein. Donc il n'y a vraiment que les vaches pour valoriser ces endroits-là. À cause de cet handicap naturel, une large partie du département est classée en zone agricole défavorisée depuis 1976. Un classement qui permet aux exploitants d'obtenir une aide financière de l'Union européenne. Mais Bruxelles a demandé à la France de remodeler cette carte cette année. Les Jolins n'en font désormais plus partie. On ne comprend pas comment ce redécoupage a été fait, quoi. Donc c'est injuste pour nous, quoi. Dans cette famille, la perte s'élève à 16 000 € par an. C'est la douche froide, il venait d'emprunter 300 000 € pour s'agrandir. Ça représente le revenu le revenu d'une personne, quoi. Non, on s'y attendait vraiment pas du tout. C'est un petit peu dur à avaler, quoi, donc à accepter et puis de se dire qu'on avait quand même créé un projet, on a investi en fonction de ça, on a calé nos annuités en fonction de ça, puis on se rend compte qu'à la fin, on nous les supprime.
Les Deux-Sèvres, c'est le grand perdant de ce redécoupage. Seule une centaine d'exploitations restent en zone défavorisée contre plus de 1000 auparavant. Les leaders syndicaux ont fait leur compte. Avec cette nouvelle carte, la viabilité de certaines exploitations est compromise. Pour certains, c'est un coup de massue. Peut-être que tout le monde n'en a encore pas conscience puisque la diminution est progressive. Déjà en 2019, on ne touchera que 80% de ce qu'on avait précédemment. En 2020, simplement 40%. Et puis en 2021, 0. Depuis quelques années, ce leader syndical avait senti la menace d'un redécoupage. Avec son fils, il se diversifie et s'est lancé dans l'élevage hors sol de volailles, notamment de cailles plus rentables. Chez les Jolins, c'est l'impasse, impossible de réinvestir pour se reconvertir. Seule solution pour eux, une augmentation du prix de vente de la viande. Nous, les aides, on a toujours l'impression d'être un peu perfusés, quoi. Donc ce qu'on préférerait, c'est vivre de notre production. Donc là, par exemple, avec la loi sur l'alimentation, on attendait justement ce rééquilibrage, notamment dans les marges et tout, donc pour qu'on puisse nous payer nos produits plus chers, quoi. Selon leurs calculs, une augmentation de seulement 60 centimes d'euros du kilo de viande suffirait à compenser la perte de cette aide de 16 000 euros. C'est la fin donc de ce journal Sud Télévision. Merci donc de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes Twitter, Facebook, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Portez-vous bien, au revoir.